Merci beaucoup. Je vois Gilles qui est blanchi, alors on va passer au sujet suivant. Donc, pour le deuxième round, Gilles Pernaut qui va nous présenter la place des HBPM et des AVK en 2017. Donc si j'ai bien compris, moi j'ai une contrainte de temps. Donc place des HBPM et des AVK en 2017, aucune. Merci, je reviendrai plus tard. Mais tu peux rester un peu plus longtemps, t'inquiète pas. Ok, alors il y a en fait plusieurs situations effectivement dans lesquelles ces traitements-là sont utilisés. Alors la première chose, c'est que ce traitement par héparine et antivitamine K reste le traitement comparateur de l'ensemble des essais, notamment qui ont évalué les anticoagulants oraux directs, donc ça reste de toute manière des possibilités thérapeutiques. Sachant que, je vous le rappelle, les essais qui ont évalué les anticoagulants oraux directs étaient des essais dits de non-infériorité. Donc en fait, on a parfaitement le droit de pouvoir utiliser un traitement dit conventionnel utilisant une héparine ou du Fondaparinux et un relais par antivitamine K. Alors on a d'ailleurs des positions de la HAS par rapport à cette histoire-là. Ça, c'est le rapport de 2016. L'ASMR est de 5, donc n'apporte rien. Et on vous dit c'est en deuxième intention, sachant qu'en 2014, on vous disait l'ASMR n'amène rien et que c'est un traitement de première intention. Alors c'est un peu difficile à suivre. De toute manière, la HAS va se reprononcer sur cette histoire-là dans les jours qui viennent. Il va un petit peu clarifier cette possibilité-là en termes de première intention, deuxième intention, etc. Enfin, bon, ça n'a pas probablement pas beaucoup d'intérêt. Mais ça reste effectivement de toute manière le traitement, disons, classique de la maladie thromboembolique veineuse. Alors, deuxième chose dans laquelle il y a une place pour les héparines, c'est que ces héparines peuvent trouver une place dans l'utilisation de certains de ces anticoagulants oraux directs, puisque je vous rappelle que des molécules comme le dabigatran ou l'édoxaban, qui sont des anticoagulants oraux directs qui ont été évalués dans la maladie thromboembolique veineuse, étaient des molécules pour lesquelles on utilisait une première phase héparinique d'environ 5 jours avec l'une de ces héparines et on prenait ensuite le relais par cet anticoagulant oral direct. Alors en France, on n'a pas ces molécules-là à disposition, mais si on était amené à les utiliser un jour, il faut impérativement en fait, respecter ce schéma-là avec une introduction après une première phase héparinée. Alors la troisième chose qui peut conduire à l'utilisation notamment des héparines de bas poids moléculaires, c'est la typologie même de la pathologie et notamment sa gravité. Lorsque l'on s'intéresse par exemple, ça ne marche plus très bien ça, je ne sais pas si vous avez autre chose. Quand on s'intéresse par exemple aux embolies pulmonaires graves, vous voyez qu'il n'y a pas de place pour les héparines de bas poids, il n'y a pas de place pour les anticoagulants oraux, directs d'emblée. Quand on s'intéresse aux embolies pulmonaires de gravité dite intermédiaire élevée, ces malades qui vont être placés en fait en soins continus pendant à peu près 24-48 heures de manière à savoir un petit peu comment ça va se passer dans ces histoires-là. Vous voyez qu'ont été positionnés ici les héparines de bas poids ou le Fonda, oui. Les AOD d'emblée, c'est oui avec des astérix plus ou moins non, etc. Tout simplement parce qu'en fait, on a un recul qui est beaucoup plus important chez ces malades-là avec les héparines de bas poids. Et classiquement, toutes les équipes qui font de type USIC ou soins continus qui prennent en charge ce type d'embolie pulmonaire utilisent préférentiellement des héparines de bas poids plutôt que des anticoagulants oraux dans la période un petit peu à risque qui peut éventuellement conduire à la thrombolyse. Alors les autres situations, c'est qu'il existe notamment dans l'utilisation des anticoagulants oraux directs des contre-indications médicamenteuses. Elles sont relativement rares, elles sont pas très... elles n'impactent pas beaucoup parce qu'en fait ce sont des molécules que l'on n'utilise pas extrêmement souvent dans cette problématique-là. On en fait tous les dérivés azolés, mais tous les dérivés azolés qui sont utilisés en fait par voie systémique, et ça c'est la problématique des greffes, notamment dans le domaine de l'oncohémato. Il y a, alors qui est un petit peu plus embêtant en fait, ce sont tous les médicaments qui sont utilisés à visée d'anti-rejet pour les greffes. Alors ça c'est effectivement plus embêtant. Et puis on a tout le cortège. Je ne sais pas où est-ce qu'ils sont, enfin bon bref, peu importe, notamment des médicaments qui sont utilisés à visée anti-HIV et qui vont constituer des contre-indications à l'utilisation des anticoagulants oraux directs et pour lesquels en fait l'alternative c'est de retourner sur des schémas de type comparateur, héparine et relais antivitamine K. Toujours
Dans le domaine des contre-indications, vous savez qu'il existe une restriction d'utilisation de ces molécules-là, notamment sur la base de la fonction rénale, en sachant que dans les essais, les insuffisants rénaux en dessous de 30 ml de minute de clairance ont été exclus de ces essais-là, donc en fait on n'a pas de données. Et de manière un peu curieuse, les AMM qui ont été donnés pour ces médicaments-là introduisent en fait un questionnement entre 15 et 30, puisqu'on vous dit, bah là, vous faites un peu comme vous voulez, etc. Et ça, c'est vrai en fait pour le rivaroxaban et pour l'apixaban. Alors, je vais passer là-dessus. Alors après, il y a des spécificités qui constituent en fait des indications à l'utilisation, notamment des héparines, pas tellement des antivitamines K, mais des héparines. Donc la première, vous savez que c'est la problématique du cancer. Et là, on a des guidelines qui proposent en fait l'utilisation notamment des héparines de bas poids moléculaire dans le traitement de la maladie thromboembolique veineuse chez le patient atteint de cancer pour au moins 3 mois. Alors là, vous avez ici des recommandations françaises, vous avez des recommandations de la CCP aux US et des recommandations de la Société européenne de cardiologie qui disent un petit peu la même chose, simplement en fait elles gradent de manière un petit peu différente l'utilisation des héparines de bas poids. Donc cette spécificité-là du traitement de la maladie thromboembolique veineuse dans le cancer est redevable effectivement d'une utilisation des héparines de bas poids moléculaire. Alors l'autre spécificité, c'est les enfants. Parce que bien entendu, l'utilisation des anticoagulants à visée curative chez les enfants, c'est quand même relativement rare. On n'a absolument aucune donnée de l'utilisation des anticoagulants oraux directs chez les enfants. Et le traitement de ce type de pathologie va reposer effectivement sur l'utilisation d'héparines de bas poids moléculaire et ici de la warfarine qui est en sirop et qui va permettre de pouvoir être utilisée comme l'Advil en pipette, qui s'adapte parfaitement au poids dans ces situations-là. Alors en dehors des enfants, il y a la grossesse. Pendant la grossesse, c'est pareil. La maladie thromboembolique veineuse survenant au cours de la grossesse est redevable d'une utilisation des héparines de bas poids moléculaire. On n'utilise quasiment pas de relais antivitamine K dans ces situations-là. Nos collègues cardiologues utilisent, eux, les antivitamines K dans la problématique des valves cardiaques, mais ce n'est pas tellement le problème pour nous, puisqu'en fait, tout va reposer sur l'utilisation des héparines de bas poids moléculaire. Alors, vous savez que ces utilisations sont complètement hors AMM, puisqu'il n'y a aucune héparine de bas poids qui a l'AMM dans la grossesse. Mais on a la chance que le Centre de référence des agents tératogènes s'est prononcé il y a quelques années sur l'utilisation des héparines de bas poids moléculaires pendant la grossesse et l'allaitement, en autorisant toutes les héparines de bas poids, curatives, préventives, quel que soit le terme de la grossesse. Donc là, on a une couverture qui est relativement intéressante et qui nous permet d'utiliser largement ces molécules-là, qui sont d'ailleurs les seules qui sont utilisées dans le cadre des traitements de la maladie thromboembolique veineuse au cours de la grossesse. Et je vous rappelle que dans ces situations-là, il n'y a pas de nécessité de la surveillance plaquettaire au-delà du premier mois de traitement, notamment pour les femmes qui vont être traitées toute la grossesse. Alors, les vieux. Alors, pourquoi je vous pose cette question-là ? Dans l'évaluation des anticoagulants oraux directs, il y a à peu près 20 000 malades qui ont été inclus dans les essais thérapeutiques, et la population de plus de 75 ans représente moins de 20% de cette population-là. Donc, effectivement, on a un recul par rapport à cette population dite gériatrique qui est un petit peu plus limitée, mais n'empêche que il n'est pas sûr effectivement qu'il faille restreindre l'utilisation des anticoagulants oraux directs chez les plus âgés, parce que quand on s'intéresse effectivement à l'effet de l'âge sur la récidive en fait chez ces malades-là, et on s'aperçoit que le taux de récidive chez les plus vieux est plus important sous antivitamine K que sous anticoagulants oraux directs. Vous avez ici le taux de récurrence chez les malades qui sont traités par antivitamine K et le taux de récurrence chez les malades qui sont traités par anticoagulant oral direct. Et si on s'intéresse cette fois-ci à l'impact de l'âge sur ces molécules-là, et on s'aperçoit en fait que le bénéfice que l'on voit en termes d'efficacité chez les plus vieux, on ne le perd pas par rapport aux antivitamines K sur le plan des hémorragies majeures. Et puis la dernière chose effectivement qui peut faire pencher pour l'utilisation d'un schéma classique, alors cette fois-ci pas tellement reposant sur les héparines de bas poids, parce que les héparines de bas poids sont très chères, beaucoup plus chères que les anticoagulants oraux directs, mais c'est la problématique des antivitamines K, c'est le prix, parce qu'effectivement c'est une considération qui doit être prise en compte dans certaines populations, sachant que le recours au remboursement n'est pas toujours très très facile pour certains.
Voilà, et j'ai terminé. Merci. Il te reste un peu de temps si tu veux. Hein. Non, c'est bon. C'est bon. Donc on va avoir une discussion un peu plus longue. Alors d'abord, est-ce que vous avez des questions, tout simplement? Alors, il y a une étude là, récente qui est sur... oui, une étude... Oui, une question au fond, s'il question, vous plaît. Oui. Qu'est-ce que vous proposez dans le cas d'une insuffisance rénale, cancer et TVP? Ça arrive régulièrement, hein. Clairance inférieure à 20 pour être tranquille. Oui, alors il y a une diapo, je suis passé assez vite. Vous savez qu'il y a eu une redéfinition des AMM, des héparines de bas poids, au niveau de l'agence européenne. Et l'agence européenne, pour une raison qui d'ailleurs n'a strictement rien à voir avec l'efficacité tolérance, mais qui était en fait simplement une affaire commerciale, a étendu l'utilisation des héparines de bas poids moléculaires jusqu'à des clairances à 15, notamment dans le domaine de l'utilisation de l'énoxaparine et avec des ajustements de dose, et a autorisé l'utilisation de la tinzaparine jusqu'à des clairances de 20 ml par minute. Donc, il y a potentiellement un créneau. Alors, tout le monde n'est pas d'accord avec cette approche-là, mais il y a quand même potentiellement un créneau dans l'utilisation de certaines de ces héparines, sous couvert éventuellement d'ajustement des schémas posologiques avec lesquels on peut ou ne pas être d'accord. Moi, je sais que, par exemple, pour l'ajustement posologique qui est donné avec l'énoxaparine pour des clairances inférieures à 30, on est un certain nombre en métropole à ne pas être du tout d'accord avec ce qu'a écrit l'IMIE. Bon, peu importe, c'est comme ça. Mais je sais que, par exemple, il y a pas mal d'équipes qui utilisent la tinzaparine dans ces situations-là sans trop de restrictions. Alors ça tombe bien parce qu'en plus, comme elle est indiquée dans le cancer, ça fait la totale. Avec un dosage anti-DISA ou pas du tout? Non, ça ne sert à rien, ça. Ça traîne de partout, mais ça ne sert à rien. Alors effectivement, dans les nouvelles AMM, vous verrez que c'est indiqué. On vous dit il faut monitorer l'activité anti-DISA, mais personne ne vous dit comment est-ce qu'il faut faire pour monitorer enfin, il faut le doser, ça on est tous d'accord, mais comment est-ce qu'il faut faire pour adapter la dose sur l'activité anti-DISA. Donc en fait, c'est comme l'histoire de l'antidote, enfin c'est des histoires redondantes. Bon, voilà. Autre question? Alors, il y a une étude qui vient de sortir du registre Rieté qui s'est intéressée à l'anticoagulation chez les sujets fragiles pour une thrombose veineuse profonde, une embolie pulmonaire. Ça a été rapporté par un médecin français de Clermont-Ferrand pour Rieté, et il y a à peu près 1500 patients. Ce qui montre, c'est que dans 88% des cas, tous les patients ont eu un traitement anticoagulant initié, je dis bien initié, par une HBPM. Le temps d'avoir la réflexion, d'avoir les données du patient, etc. Et ensuite, les médecins, au bout de 4-5 jours, basculent vers un AOD ou vers un AVK, selon leur choix et en fonction du patient. Mais c'était la réalité et on le retrouve dans d'autres études aussi. De toute manière, dans tous les essais qui ont évalué les AOD, 80% des malades étaient traités par une héparine de bas poids parce que le temps de pouvoir les randomiser, les truquer, les biduler, etc. Je vous rappelle quand même que dans l'évaluation des héparines de bas poids moléculaires, 80% des malades étaient traités par une première injection d'héparine non fractionnée. Et ça, c'est lié à l'utilisation même de ces molécules-là, donc c'est pas... Voilà, on sait ça. Autre question? Oui, encore une question. Allez-y. Comment? Non. Je crois que la question c'était sur l'AMM de... Quelle molécule a l'AMM dans cancer et thrombose, c'est ça? Alors en fait, il y a deux molécules qui ont l'AMM, qui sont la tinzaparine et la daltéparine. C'est tout. Alors oui, il faut bien se rendre compte, hein, ce sont des AMM de traitement prolongé. C'est-à-dire qu'à la limite, dans les 5-10 premiers jours, vous pouvez bien utiliser ce que vous voulez. Elles ont toutes l'AMM dans la thrombose. D'accord? Il y a simplement un certain nombre de ces molécules, la tinza et la daltéparine, qui, en dehors de l'AMM en phase aiguë de la thrombose, ont une AMM pour l'extension du traitement pendant les 3 à 6 mois. D'ailleurs, la tinzaparine a vu son AMM évoluer sur 6 mois, qui ont des AMM prolongés sur ces périodes-là, spécifiquement dans la problématique du cancer.
Monsieur le modérateur. Il y a un complot là, visiblement. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Une dernière question pour terminer dans la salle? Il faut combler un bug, c'est ça?